Partisans de l'Océanique de Rimouski, ce soir, dans le cadre du 25e anniversaire, nous reprenons un concept télévisuel bien connu, lors duquel je recevrai 3 invités autour de la table. Premièrement, un ex-entraîneur-chef et directeur général en Doris Labonté, un ex-capitaine et tout un en Jonathan Beaulieu, et le descripteur des matchs radiophoniques à Énergie, Michel Germain. Le tout se passera dans une ambiance des plus calmes et des plus propices à la confidence, ici même, à la Maison du Spaghetti. Là-dessus, je vous souhaite un excellent souper d'équipe. Messieurs, je suis convaincu que les gens qui vont regarder ça le savent très bien. Ça fait au moins 15 minutes que c'est commencé, sans l'être officiellement. C'est impossible d'avoir autour de la table Doris Labonté, Jonathan Beaulieu et Michel Germain sans que ça jase de tout et de rien, finalement, des souvenirs comme ça de ce 25 ans d'anniversaire qu'on fête présentement. Je veux vous remercier, tout d'abord, d'avoir accepté l'invitation, parce que vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez aujourd'hui. Vous me posez des questions depuis tantôt. Doris, surtout, me pose beaucoup de questions depuis la journée où je l'ai appelé. On sent qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Doris se méfie même de moi. Il se méfie, oui. Puis il n'y a personne qui est au courant de ce qui s'en vient, mais une chose est sûre, vous avez... Il s'en vient quelque chose? Ben oui. Il s'en vient l'assiette après, parce que là, c'est l'entrée. Après ça, il y a le repas que vous avez commandé déjà. Ça fait un bon choix, d'ailleurs, d'entrée. Il y en a qui ne feront pas succulent avec ça. D'un, voilà, bon, les merci d'usage sont faits. Je vous souhaite un bon appétit pour commencer. Vous pouvez commencer si ça vous intéresse, mais j'ai quand même une petite question pour débuter tout ça, pour vous, pour les trois. Le hockey, là, ça fait partie de vos veines, ça fait partie de votre sang, finalement, depuis plusieurs années. Je commencerai peut-être avec toi, Jonathan, si tu le permets. Ça a commencé où dans ta vie, ça? Commencé très jeune, dans le fond. Je dois dire la vérité, je ne sais pas exactement où ça a commencé, où ça a toujours fait partie... de toi? De ta famille aussi? De moi et de ma famille, mais surtout de mon milieu de vie, à cause que... Pour moi, dans le fond, l'activité première de tout le voisinage, dans le fond, c'était vraiment jouer au hockey dehors. Ton père a joué des remparts. Ah oui? Ça, fallait pas le dire, Doris. On t'a demandé de quitter la table. Je jouais dans les remparts, mais je dois... Et si on veut dire des choses plus... pas concrètes, mais dans le fond, j'ai été élevé dans la même rue que des Guy Chouinard, Dont Éric. Dave Pichette, Risto Sultanen qui joue pour les Nordiques, plusieurs joueurs, Alain Côté. C'était tous des voisins, dans le fond. Ça fait que pour moi, le hockey, c'était vraiment comme un naturel. Déjà aussitôt, j'avais un frère plus vieux qui avait joué aussi au hockey, qui avait déjà passé au camp repêché par les Draveurs de Trois-Rivières. Ça n'allait pas les Draveurs. Mais en fait, repêché par les Draveurs, mais son camp d'entraînement avait été à Sherbrooke, chez les Faucons, Faucons de Sherbrooke. Ouais. Ça fait que... on pense tout haut, là, dans le fond, mais... En tout cas, pour un gars qui s'en rappelait pas il y a 2 secondes, moi, je trouve que tu t'en rappelles pas mal. C'est pas si mal. Mais tout ça pour dire que c'est inné, c'est depuis le début que le hockey fait partie de ma vie et probablement de la vôtre aussi. Il dit qu'il s'en rappelle pas. J'en ai perdu mon couteau parce qu'il m'a surpris complètement. Là, avec... Pour moi, t'attends de la musique. Michel, toi, juste avant d'y aller avec Doris, de tout ça a commencé quand, cette histoire-là? Ben moi, le plus lointain souvenir que j'ai d'avoir regardé le hockey avec mon père, c'était la finale de la Coupe Stanley de 1966. Okay. Entre le Canadien de Montréal et les Red Wings de Détroit. Il y avait un gardien de but qui s'appelait Roger Crozier. Le premier à gagner le Conn Smythe. Qui jouait pour les Red Wings de Détroit. Et il était très, très acrobatique. Parfois, il tombait à la renverse, puis il s'accrochait sur la barre horizontale pour se remettre debout. Et c'est un gardien de but gaucher. Il attrapait la rondelle de la main droite. Et moi, j'étais droitier. Je voulais être un gardien de but. Ben, je suis devenu gaucher à regarder Roger Crozier. Ah ouais. Parce que je suis droitier dans la vie pour tout, sauf comme gardien. Pour être gardien. Alors, il y a eu une grande influence. Ma première saison au hockey mineur,
les novices n'existaient pas dans le temps. Alors, c'est 67-68, j'avais 7 ans, et on était déjà Mosquito. Et j'ai joué 2 saisons, et là, il y a un de mes amis qui faisait beaucoup de motoneige. Son père était un vendeur de motoneige à Sept-Îles, et je lui ai dit, « T'aimerais pas ça, jouer au hockey? » Puis il a dit, « Ben oui, je pourrais essayer ça. » Puis c'était Guy Carbonneau. OK. Alors, Guy, à ma 3e saison à moi, lui, a commencé sa carrière au hockey mineur à Sept-Îles. Donc, a joué 2 ans à Mosquito, 2 ans Pee-Wee, 2 ans Bantam et 1 an Midget. Il a gagné le championnat des compteurs à chaque année. Alors, on savait qu'il se rendrait dans la Ligue nationale, mais moi, c'est 67-68 la première saison au hockey mineur. Puis après ça, j'ai continué jusqu'aux portes du junior B, si on veut. Et là, ça sort du cadre là, de ce que je vous ai demandé, mais c'est là où Guy Carbonneau a finalement connu, là, on disait récemment, ses matchs de 11 buts, c'est ça? Ou son match de 11 buts? Oui, bien, c'est ça, la fameuse anecdote que moi, j'ai un record des finales régionales. J'étais gardien de but, puis j'ai un record des finales régionales Côte-Nord. En 1971, j'ai fini le match de finale avec 8 assistances. J'étais gardien de but. Les Guy a compté 13 buts. On avait gagné 17 à 1. J'arrêtais la rondelle en arrière du but, je la poussais un petit peu, puis Guy la prenait, puis il allait la mettre dans le but. Ça qu'il a compté 13 buts, puis moi, j'ai 8 passes comme gardien. Et c'est un record qui n'a pas encore été battu, je pense pas. Doris? C'est bon. Le hockey, en tête. Bon. Je me souviens pas d'avoir appris à patiner, mais je me souviens que très, très jeune, mes voisins d'en arrière avaient un grand hangar, eux autres, là, un grand garage hangar, puis il n'y avait pas d'auto dedans, il y avait ils arrosaient ça, c'était comme une patinoire couverte, finalement. Puis on faisait des matchs là, tu sais, les jeunes du coin, là. Okay. On jouait, je sais pas comment. Puis dans le quartier, il y avait tout le monde se faisait, pas tout le monde, mais beaucoup de monde se faisait une petite patinoire en arrière de chez eux, puis là, on se faisait des matchs, là, tu sais, après l'école, un soir, ça se passait là, le soir à l'autre. Puis on en jouait jusqu'à temps qu'on nous permettait de rester dehors. Là. Ouais. Puis après ça, ben là, ça a évolué. Là. Le hockey mineur s'est structuré, tout ça. J'ai joué là-dedans jusqu'à... Michel disait aux portes du junior, même chose. Là, aux portes de... J'étais dans l'organisation des bourgeois du Polybert. Puis j'ai arrêté à junior B parce que j'étais au cégep. On était 2 seulement au cégep. Puis tu sais, les pratiques à 4 heures. Puis là, ça marchait plus avec les études. Mais j'ai continué dans la Ligue juvénile. Puis là, après ça, le hockey, ça ne voulait plus rien dire pour moi à un moment donné parce que j'avais... Dans un match de la Ligue juvénile à Montjoly, j'ai perdu un œil avec un coup de bâton dans l'œil. Puis après ça, je voulais rien savoir du hockey pendant longtemps. Puis c'est après mes études que des gens m'ont demandé de... Mme Jolande Tremblay, qui est décédée maintenant, René Allary, qui est au Journal Le Soir, ça, qui m'ont comme tordu un bras pour devenir un entraîneur adjoint avec eux autres dans le Pee-Wee. Et puis oui, ça devenait un terrible, là. C'était une belle ligue qui se préparait. Fait que, tu sais, j'ai dit, je vais rendre service, tu sais, je vais faire de mon mieux pour vous aider. Puis là, j'ai monté tranquillement. J'ai fait même 6 ans avec lui comme adjoint dans le Pee-Wee par plaisir pour être avec les jeunes, leur montrer transférer le hockey. Ça m'a redonné le goût à ça. Puis à un moment donné, on m'a poussé vers le midget, puis après ça, c'est moi qui ai appliqué vers le junior majeur. Puis j'étais obligé de quitter la région pendant 6-7 saisons pour apprendre mon métier, parce qu'ici, on avait même pas même pas de 2A, on était à 2B. Hein. Fait que là, tu sais, le hockey s'est enchaîné tout le temps de même. Mais là, quand ça devenait sérieux, là, tu sais, veut dire, suspendre ton emploi à commission scolaire pour faire du hockey à temps plein. Qui était stable, mais pas avec des salaires. Présentement, les entraîneurs adjoints. Oui. Mais je me souviens que le journaliste Marc Lachapelle, qui était le journaliste du hockey junior, le pape, avait dit que j'étais le premier entraîneur adjoint à temps plein, que j'avais laissé un emploi à tant de 1000 pièces par année pour un petit salaire de rien là-bas. Il y avait beaucoup de vrai là-dedans. Mais tu sais, il faut vivre sa passion. Tu sais, c'était ça que je voulais vraiment me tester. Puis après ces années-là, là-bas, la bénédiction est arrivée. Moi, qu'il y ait une équipe à Rimouski chez nous. Puis je me retrouvais justement, j'avais terminé un engagement avec une équipe. Fait que, tu sais, là, j'ai cogné fort à la porte de M. Marius Fortier puis Maurice Tanguay. Puis ce dernier-là m'a engagé à un moment donné. Il m'a donné ma chance. Il a dit, comment il avait dit ça? Il dit, ben là, fais ce que tu peux pour nous aider, là, puis on va te payer ton temps. Puis si ça va, on te gardera peut-être. Fait que c'était payé à très honnête comme call. Oui, et là, c'est ça. Fait que là, ça a commencé là après. Puis là, ça s'est terminé avec l'Océanique. C'était dans ma tête, c'était ma dernière étape. Il n'était pas question de changer autrement, mais le hockey, c'est le même, ça s'est évolué pour moi.
Ben, tu as répondu un peu à ma deuxième question. Je voulais savoir où en étaient finalement vos débuts avec l'organisation. Tu as bien répondu. Jonathan, toi, par voie de repêchage, par voie de sélection? Ou... De repêchage par expérience, puis Doris pourra enchérir là-dessus. Moi, j'ai fait le choix à l'époque de m'expatrier en Ontario pour vivre une expérience un peu d'immersion. Donc, pour la langue et tout. Je suis allé jouer Bantam 3 au lieu de jouer Midget 3. Et puis, juste une petite anecdote pour rajouter. Je ne sais pas si vous avez vu l'article cette semaine de Rob Davison qui est entraîneur adjoint chez les Marlies de Toronto, qui a eu une crise d'épilepsie. Ils ont été obligés d'annuler un match à Dallas, dans le fond, dans la Ligue américaine, dans le fond. Ça a été pas un collègue, mais un coéquipier. Dans cette année-là. Donc, Doris, tu l'as vu jouer dans le fond. C'était un défenseur, puis il a joué dans la Ligue nationale quelques années, Chargers de San Jose et tout ça. Donc, ça a été un passage donc en Ontario, et puis par l'entremise, je pense, un petit peu de Charles Marier. Oui. Doris, et puis... Charles était notre dépisteur-chef. Notre dépisteur-chef et tout ça. Il t'avait connu plus jeune, puis il connaissait ta famille. Puis comme tu dis, ton quartier de hockey, là, il savait que tu étais issu d'un... Il était en Ontario à ce moment-là. Fait qu'on on a pris l'avion samedi matin, on est allé te voir jouer. Exactement. C'était beau avec sa veston, cravate, t'aurais dû le voir. Mais c'était à Welland. Si je me souviens bien, c'était à Welland, dans le fond. Et puis, donc, tu vivais dans une autre place, là. T'étais sur la route. Oui, Doris est venu parce que toi, tu savais que l'Océanique venait de voir, là. Oui, je savais. C'était annoncé, ouais. C'est pas Twitter qui t'a l'appris à l'époque. Non. Oui, je savais que j'avais des gens qui venaient me voir. Donc, je sais pas comment j'avais performé. Je sais pas, juste correct. Probablement pas son meilleur match. C'est bien pour que tu travailles au moins. Mais Charles m'avait dit... j'aurais pas dû savoir. Charles Marier, il m'avait dit, regarde, là, c'est pas son meilleur game, mais il est capable de ça. Il peut nous aider. Il peut nous gagner une Coupe Memorial et une Coupe du Président dans la même année. Non, ça avancait pas. Hein? Les gars, ils n'auraient pas mis leur job sur la table pour ça. Ouais. Mais non, il avait confiance que ça allait faire un bon joueur. Puis j'ai vu son évolution depuis qu'il est jeune. J'ai confiance. Moi, j'ai une belle anecdote concernant le repêchage de Jonathan. C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes. Là, l'Océanique est allé le voir jouer, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes de la Ligue junior majeure du Québec qui étaient, je pense, qui sont allés le voir en Ontario. Et le matin du repêchage, dans le Journal de Québec, mon très bon ami Claude Allaire, c'était Claude Allaire, hein? Oui, c'est ça, qui est décédé aujourd'hui, qui est décédé quelques années plus tard, titrait son article « Jonathan Beaulieu, 2 points, la carte cachée du repêchage ». Alors, l'Océanique était un petit peu déçu que le nom sorte et bon, qu'est-ce qui va arriver? Et bon, c'est l'année où on a repêché Vincent Lecavalier au premier tour. Ouais. Et Jonathan était toujours en 3e ronde, au 40e rang, était toujours disponible. Alors, c'est là que l'Océanique avait mis la main dessus, mais on pensait que c'était un secret bien gardé, mais mon ami Claude Allaire avait ébruité la chose. Et pourtant, ce qui était caché, c'était Vincent Lecavalier. Dans l'auto, oui. Aussi. Plus que Jonathan. Oui, il y avait... Vincent, lui aussi, il jouait dans l'Ouest canadien. Ouais, avec Brad Richards, entre autres, à Notre-Dame, c'est ça? Oui, à Notre-Dame. Le fameux collège de Notre-Dame. Puis, c'est que quand ils sont venus jouer au Québec, il était venu son équipe jouer à Hull-Gatineau, dans ce coin-là. Mais là-bas, ils ne mettaient pas les noms sur les chandails. Puis les gars changeaient de numéro à chaque match. Ah ouais. Pour pas que les dépisteurs du Québec viennent leur voler les joueurs. Parce qu'ils voulaient les garder dans leur organisation le plus longtemps possible. Tu sais, fait qu'ils arrivaient là, Bantam, puis là, ils essayaient de les garder jusqu'à la plus haute marge de leur programme de hockey. Puis là, ben, c'est ça, je me souviens, moi, il y a Marcel Patnaud travaillait pour la Ligue comme dépisteur-chef.
Puis il nous comptait ça. Il dit, le cavalier, j'ai essayé de le pogner, une game, un numéro. Là. Puis là, le temps que je trouve son numéro, je le trouve, ça a de la game t'a avancé. Tu sais, puis en tout cas, peu importe, c'est que. Mais ces gars-là, tu sais, ils les ont vus avant, puis ils les ont vus plus jeunes, puis ils ont confiance. Puis même si le club essaie de les cacher, à un moment donné, ils ressortent. Là. Ouais, ça vient à savoir, là. Mais quand il est allé à son tournoi il appelait ça, tu sais, des showcases, là. Ouais. Les jeunes qui. C'est un showcase de la Ligue nationale, en fait, les gars qui voulaient se faire repêcher dans la Ligue nationale. Lui, il avait été introduit là-dedans. Il avait juste 16 ans. Là. Ben, il venait d'avoir 16 ans en avril. Puis il y avait un autre club qui était là avec une caméra, puis il suivait, il dit maudit. C'était Rouyn-Noranda. Puis il parlait juste avant nous autres au repêchage. On était quatrième à parler. On savait les autres où aller. Il y avait Jonathan Girard qui était tout qu'un morceau, là, qui jouait Steve à Vandal, Laval. je pense. C'était ça, Steve Vandal, de Rouen? Qui est allé à Rouen au 3e rang. Exact. Samuel Saint-Pierre, qui était un gars de Victo. Et Victo avait le 2e choix. Ouais. Donc Girard était de Laval. Laval l'a repêché. Saint-Pierre était un gars de Victo. Victo l'a repêché. Mais au 3e rang, Rouyn-Noranda... Mais là, il y avait le doute parce que son frère jouait déjà au collège américain, au hockey. Fait que, puis lui, il avait mentionné qu'il n'avait pas pris de décision, que ça pouvait être un ou l'autre. Fait que, à ce moment-là, là, quand eux autres, il y avait le 3e choix, ils ont un gros nom en vue. Puis là, ils se disent, ouais, là, on prend une chance avec lui. Fait que je suis pas dans leur patin, mais ils ont décidé d'y aller avec un choix prudent et un bon joueur quand même. Oh oui. Ouais. Ne sachant pas qu'est-ce qui serait devenu s'il l'avait pris. Ouais. Comme, tu sais, juste finir là. Moi, je suis allé 2 fois présenter le chandail de l'Océanique dans mes 12 ans avec l'Océanique. Les 2 fois, j'avais personne dans le gilet. Donc, une fois à Rimouski, c'est ça? Donc, une fois à Rimouski, oui. Finalement, le gars, il est venu après, Thatcher. Mais à Bécamo, c'était le... Ça l'a fait plus mal. Diego, là. Ouais. Fait que, lui, il s'est jamais présenté. Non. OK. Fait que je sais ce que peut ressentir une équipe quand elle hésite à repêcher un joueur, surtout qu'il se présentera peut-être pas au repêchage. Une cuisine italienne maison authentique et sans prétention. La Maison du Spaghetti, un incontournable depuis 40 ans. Voisin du bistrot de la Forge, au centre-ville de Rimouski. J'aimerais passer à la vraie première question, si vous le permettez. Ah, OK. On n'a pas commencé encore. Non, pas encore. En fait, je vous le disais juste avant qu'on commence à enregistrer, j'aimerais ça faire un tour de table. Si vous le permettez, que vous me parliez d'un autre invité que vous connaissez bien, parce que vous vous connaissez tous bien, les 3 ici présents ce soir. Je vais commencer avec Jonathan, parce que Doris t'a déjà parlé beaucoup depuis le début, mais on va revenir à toi, je te le promets. Jonathan, si tu commençais en parlant un petit peu de Michel qui... Et dis-moi si je me trompe, Michel a fait partie de l'organisation depuis le début. Et c'est quelqu'un qui... Je marquais justement dans mes notes tout à l'heure que tu étais à l'externe, tu étais de l'externe, mais en même temps de l'interne de l'organisation. Ton rôle étant descripteur des matchs radiophoniques, mais tu es dans l'autobus. Tu entends des choses qui parfois doivent être tues, hein, veux pas. Et c'est... En fait, je me demandais, en me posant cette question-là, comment les joueurs percevaient Michel. Et peut-être que tu vas apprendre des choses, là, puis je veux pas rien de négatif, mais comment c'était justement, même à l'époque, quand on voyait Michel Germain dans l'autobus ou encore descripteur qui venait vous poser des questions et autre chose comme ça? Je pense que Michel, pour moi et pour... souvent, je t'appelais à parler pour les autres, mais je pense que c'était l'exemple d'un passionné. C'était pas... Tu sais, Michel aimait son travail, prenait ça à cœur. Donc, ça a toujours été les valeurs de l'Océanique, dans le fond, c'était de prendre ça à cœur puis d'être responsable de nos actes. Donc, c'est un petit peu ça que Michel... c'est probablement le seul membre de la famille qui est encore là aujourd'hui, aussi présent, dans le fond. Ça fait que je pense que c'est ce que Michel a représenté pour en tout cas, tous les joueurs, dans le fond, à cause que c'était vraiment la passion dans son travail. Puis c'était je pense que... souvent, je dis que l'Océanique a été... pionnier ou un exemple dans la Ligue, mais je suis pas sûr que toutes les équipes étaient à la radio à l'époque. En 96, dans le fond. Ça fait que je pense que c'est un autre... je pense que c'est là que l'Océanique a amené... c'était une organisation d'un autre niveau, dans le fond. Et puis, a voulu
a voulu élever les standards, dans le fond. Montrer le chemin aussi aux autres. Montrer le chemin ou élever les standards. Donc, je pense que Michel était vraiment l'exemple parfait de la passion. C'est important d'aimer ce qu'on fait dans la vie. Donc, je pense que Michel a toujours aimé ce qu'il faisait, puis s'en est approprié. Et puis, au-delà de tout ça, par la proximité qui se crée dans une chambre de hockey, dans un autobus, il a su gagner les le respect. voyages, le temps. Oui. Il a su gagner le respect des joueurs. Exactement. Il a su gagner le respect des joueurs. Donc, probablement, quand tu gagnes le respect d'une personne, tu peux probablement devenir... sûrement que Michel a été le confident de plusieurs joueurs. Ça arrivé. On veut des noms. À différentes occasions ou à plusieurs occasions où chacun ses moments. Donc, c'est pour ça que je suis content d'avoir Michel à côté de moi, puis de souligner son travail et puis son honnêteté au travers de toutes ces années. Félicitations, Michel. Dans le fond, je dois le dire. C'est très bien. C'est très bien. C'est très, très bien. Ben, merci. C'est ça que je dois dire. Michel, si tu nous parlais un petit peu de... Prends le temps d'absorber tout ça. Là. Puis on va laisser Doris finir sa bouchée, mais une fois que tu auras terminé, si tu veux nous parler un petit peu de Doris Labonté. Oui, le coach, mais le coach, je pense qu'on le connaît relativement assez bien. Là, même pour quelqu'un qui, comme moi, est arrivé récemment au sein de l'organisation, on a entendu beaucoup parler. C'est quelqu'un, tu parlais de passion, je pense qu'on peut déjà dire que Doris en est un passionné, mais l'être humain qui est Doris Labonté, la personnalité qui est Doris Labonté. Ben moi, ce qui est moins connu, c'est que Doris et moi, on s'est rencontrés, puis on s'est connus avant que j'arrive à Rimouski. OK. Parce qu'il était instructeur au baseball et midget au baseball. Moi, j'étais sur la Côte-Nord, à Haute-Rive, à ce moment-là. Puis on jouait des tournois, puis tout ça. Fait qu'on s'est connus là. René Allary, la même chose, coachait avec Doris au baseball. Est-ce qu'il montait ses clôtures? On s'est connus là. Il montait pas ses clôtures, mais par contre, tout de suite là, Jonathan parlait de passion. Je pense que le hockey est un sport très émotif. Dans les années 70, quand il y a eu la fameuse série du siècle, c'est ce qui a fait la différence, à mon avis. À ce moment-là, c'était que les Russes étaient techniques et tout ça, mais étaient un peu robotiques. Alors que c'est notre passion, c'est le désir de ne pas perdre qui a amené Paul Anderson à marquer 3 buts gagnants et tout ça. Il faut que tu sois passionné dans le monde du hockey, quel que soit le niveau. Et comme individu, c'est sûr que Doris, tout ce qu'il a accompli, la passion était également très, très importante. Mais à le côtoyer, ce que j'ai beaucoup apprécié de Doris et ce que j'apprécie encore, on se rencontre, on est content de se voir, puis tout ça. Comme moi, je suis content. Mais c'est qu'on pouvait avoir des discussions et avoir des opinions différentes sur certaines choses, puis il restait rien. Il restait pas d'amertume ou de tout ça. C'était vraiment des questions de fond. Puis moi, je vois ça comme ça. Puis Doris disait, ben moi, je vois ça plutôt comme ça et tout ça. C'est toujours ce que j'ai apprécié. Il a toujours été capable de garder le débat plus élevé que les rencontres personnelles. Parce qu'on aurait pu facilement, à différentes époques, se dire, ben moi, Doris, tu sais, j'ai un petit peu de misère avec lui, et lui, la même chose. Ouais. Mais moi, j'ai jamais senti ça. Ça a jamais transpiré. Puis c'est des jobs de pression, là. Entraîneur-chef de l'Océanique. Ah oui? Puis quand l'Océanique est supposé performer, c'est encore plus de pression. Puis lui, il en a encore plus parce que c'est un gars d'ici. Alors, ça s'accumule. Et malgré toute cette pression-là, il restait toujours terre à terre. Puis l'autre volet que moi, j'ai toujours adoré de Doris, c'est les anecdotes. C'est nous raconter des anecdotes. Moi, jamais j'oublierai la première fois qu'il m'a raconté, il était spectateur à Trois-Rivières avec Gaston Bérubé, un concitoyen de Bécomo. Je m'excuse, j'ai frappé sur le micro, là. Un concitoyen de Bécomo. Gaston était allé jouer avec les Saguenay de Chicoutimi contre les Draveurs de Trois-Rivières de Michel Bergeron. Et entendre Doris nous raconter ce que Gaston a fait sur la patinoire,
c'est du bonbon. Mais à chaque fois qu'il raconte une anecdote, c'est merveilleux parce que, j'y reviens, mais il est passionné. Moi, c'est un raconteur né, Doris. Ah, tout à fait. Tout à fait. Il était comme ça dans le vestiaire? Il a réussi à parler du père Gédéon, de Doris Lucier à la Coupe Memorial. Cet homme a réussi à parler aux journalistes anglophones de partout au Canada du père Gédéon, Doris Lucier. Et vous pouvez vous imaginer le visage des journalistes qui... Who is talking? Le père Gédéon, là, à London, là, pas très connu. Est-ce qu'il était raconteur dans le vestiaire aussi, Doris? Il vous a-tu parlé du père Gédéon dans le vestiaire en finale de la Coupe Memorial? Non, mais pas raconteur, mais très bon communicateur. Et puis, il faisait souvent des parallèles, malgré que c'était pas un gars de stratégie, mais il faisait souvent des parallèles. Et puis, sûrement que tu dois écouter le football un petit peu. J'ai déjà été un grand passionné de football. Parce qu'il disait souvent que au football, il fallait que tu sois préparé. Dans le fond, il fallait que tu saves qu'est-ce qui s'en venait. Donc, tu sais, la stratégie relatait souvent au football. Mais malgré tout, puis je l'ai redit à maintes reprises, je pense que le message de base de Doris était de contrôler ce que vous pouvez contrôler. Et puis, moi, c'est ce que j'ai vraiment toujours retenu. Et puis, tiens-toi en équipe, dans le fond, puis contrôle ce que tu peux contrôler. Puis c'est la meilleure chance que tu as de gagner, dans le fond, parce que le match dure 60 minutes. Ouais. Puis c'est à la fin de la game que tu vas le savoir. Mais durant ce moment-là, il faut que tu te concentres sur ce que tu peux contrôler, puis le résultat va venir à la fin, dans le fond. Tu nous l'avais répété à Montréal quand il restait 5 minutes à la finale. Si vous regardez votre gars à côté puis vous pensez qu'il pense que c'est acquis, donnez-y une claque. Faut qu'il revienne. Les 5 plus longues minutes de ma vie. Faut qu'il revienne à la fonction, c'est pas fini. C'est ça. Donc, il perd le fameux focus. Là. Ouais, tout le temps focus. Doris, si tu nous parlais un petit peu de l'homme qu'est Jonathan Beaulieu. L'homme qu'il est devenu aussi. Là. Oui. Il est connu tout jeune, tu sais. Comme il dit, il sortait du Bantam tout jeune, puis Bantam 3A, mais un peu perdu, là, tu sais, quand tu arrives dans le junior majeur avec les gars de 20 ans, puis tu sais, au début, là, ouais, là, tu sais, ça allait vite. Puis, mais il était capable de s'ajuster. Ça, c'était une grosse qualité. C'est ajusté. Il y avait un potentiel que, tout de suite, on ne l'a pas vu autant que ça. Mais ça a allé en montant tout le temps. Puis, il est devenu une valeur sûre, un gars fiable, là, tu sais. Je parle du joueur de hockey, mais la personne, c'est pareil. Parce que la personne ne l'était pas? OK. Non, parce que... Je pensais qu'elle allait dire la personne l'est moins. Quand tu vois des fois des jeunes... Il est arrivé quand même 20 minutes en retard. Fait que, tu sais, je le sais pas. Oui, ça a été arrivé en retard. Plus c'est pas parler, Jonathan, je m'excuse. J'ai demandé c'est l'histoire de sa vie, peut-être. Ben, j'ai demandé tantôt, qu'est-ce que tu faisais quand Jonathan arrivait en retard? Là? C'était quoi la fine à bon français? Tu sais, l'amende, il me disait, Jonathan arrivait jamais en retard aux pratiques. Il savait qu'il fallait pas qu'il arrive en retard. Non, parce que ça a été, tu sais, s'il a été élu par les joueurs et apprécié par les coachs, d'être capitaine de l'équipe, c'était pas pour rien, tu sais. Parce qu'il y avait quand même un gros canon contre lui comme Bob Richards, tu sais. Puis souvent, beaucoup d'équipes, c'est le meilleur compteur qui est le capitaine, tu sais. C'est facile, mais lui, il était capable, il tenait son bout, puis c'était pas il jouait pas sur un premier trio. Puis il m'avait... Tu sais, on apprend beaucoup des joueurs. Moi, il m'apprend à un moment donné, il dit, moi, je suis correct, j'accepte ça de pas jouer sur le powerplay. Mais à condition que les gars qui sont là fassent la job. Il dit, on est capable de comprendre ça. Puis il dit, en autant que tu me donnes ma chance quand c'est le temps, correct. Tu sais, quand le gars dit ça, là, à son âge, là, c'est clair, ça. Puis ça rassure l'entraîneur. Il y avait quel âge à l'époque? Il avait 18-19 ans? Oui. 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 Puis, tu sais. C'est pas tout le monde qui est rendu là à cet âge-là. Non, parce que les autres, c'est me, myself, puis tout ça. Puis là, le coup, c'est pas juste. T'as un peu. Mais, tu sais, les gars qui étaient là en avant, il fallait qu'ils forcent parce qu'ils savaient qu'il y en avait une coupe en arrière. Il y avait lui, il y avait Michel Ouellet, il y avait Benoît Martin. Il n'était pas sur le premier trio, mais ça fait une maudite grosse deuxième ligne. Tu sais, quand tu les regardes aujourd'hui, là, tu sais, il y en a deux qui sont devenus capitaines de l'équipe. Fait que, tu sais, c'est pas rien. Puis un qui a joué dans la Ligue nationale. Fait que, tu sais, c'était pas rien.
C'est pour ça pour dire qu'il était capable d'accepter ça. Puis là, j'ai compris une affaire. Avec ça, moi, je développais ça. Je me disais, ce que je vois, là, les gens le voient en haut, là. Puis les autres gars sur le banc, ils le voient aussi. Fait que, tu sais, le coach fait juste comme un peu un juge, il rend justice à ce qui se passe. Mais c'est moi qu'il faut qu'il cale le jeu. C'est moi qu'il faut qu'il cale les gars qui embarquent. Mais, tu sais, les gens, ils pourraient te les donner, les gars embarqués aussi. Puis les autres gars sur le banc. Fait que j'ai compris que les gars sur le banc, ils voyaient la game, eux autres aussi. La plupart des gars honnêtes, pensaient pas rien qu'à leur petite poche. Ils voyaient l'équipe, ils voyaient comment ça devait aller. Fait que ça, c'est de sa grosse qualité d'être capable de s'oublier un petit peu. Là, c'est pas une question d'orgueil, mais c'est toujours un orgueil d'être sur l'attaque à 5 puis sur le premier trio. Le logo avant le nom. C'est des beaux titres, ça, mais la réalité, être capable de contribuer à l'équipe autant. Oui. Bon, puis ça ne nous a pas fait mentir parce que les séries de 2000, on finit avec la Coupe Mémorial, on joue 18 matchs pour y arriver. Seulement 18 matchs. Mais 18 matchs, puis lui, il en fait 18 buts. Hein? Tant qu'à moi, là, je veux dire, pour y enlever, c'est Brad qui a eu le trophée de joueur des séries. Mais moi, mon choix personnel, puis rien contre Brad, parce qu'il a tout le temps été dominant, mais le gars des séries, c'était Jonathan Beaulieu. Le gars de la saison, c'était Brad Richards. Le gars des séries, c'était Jonathan Beaulieu. Puis à la Coupe Mémorial, il y avait Jonathan qui a fait un gros but le premier match, puis Sébastien Caron a été le gars qui mon homme de la Coupe Mémorial. Il a fait de la différence. Jonathan l'avait fait, il nous a emmenés jusque-là. Parce que même en chemin, on avait perdu un peu Uri qui était magané contre Moncton, Brad qui avait une commotion. Puis tu sais, c'était des séries difficiles. Mais on a passé à travers parce que ces gars-là, ils étaient prêts à assumer la relève. Peut-être terminer, statistique froide, séries éliminatoires Coupe Memorial, c'est peu connu, mais Jonathan avait fini 1 point devant Brad Richards, les deux ensemble, la série de la Coupe du Président et la Coupe Memorial, les deux ensemble avaient terminé 1 point devant. Tantôt, Michel disait que Doris est un bon raconteur, là, mais il faut se le dire, puis je pense que vous allez confirmer l'information. Là. Michel en est un très bon aussi, et c'est une encyclopédie comme il ne s'en fait pas de la Ligue de hockey junior du Québec. Moi, il m'impressionne à chaque fois qu'il va nous parler de chiffres, de joueurs. Tu me parlais cette semaine, on a eu une triste nouvelle là, dans l'organisation de l'Océanique. Puis tu te rappelais de tout de ce gars-là. Tu te rappelles d'à peu près tout. S'il y a des joueurs que tu te rappelles pas, c'est parce qu'ils ont été ici pour un essai, littéralement. Puis même encore là, je pense que tu te rappelles d'eux comme même peut-être Doris ou les autres entraîneurs ne se rappellent pas nécessairement.